tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, dans une configuration un peu particulière, puisque nous allons tester un nouveau concept. Enfin, un nouveau concept, je sais pas ce que ça va donner, c'est un essai et je me lance un peu dans l'inconnu. Vous le savez déjà, je fais de la couture, j'ai fait plusieurs vidéos de couture sur ma chaîne, et je suis passionnée d'histoire, donc couture, histoire, qu'est-ce que ça donne la prochaine étape? Et donc le vêtement historique. Voilà, je compte me lancer dans la fabrication de vêtements historiques. Donc ce ne sera pas forcément fait de manière 100% historique, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément tout coudre à la main, donc de manière historique. J'ai une machine à coudre et comme je suis assez paresseuse, je pense que je vais l'utiliser. La première pièce sera la chemise. Donc qu'est-ce que c'est la chemise? C'est une pièce de dessous qui servait de sous-vêtement et comportait du coup, afin de protéger les autres vêtements de la sueur et ce genre de choses, puisque c'était une pièce qui était lavable. Les autres vêtements ne l'étaient pas forcément, surtout quand ils étaient faits avec des tissus coûteux comme la soie, le damas, et voilà. Du coup, pour cette pièce, j'ai acheté donc du lin. C'est une toile de lin blanc, vraiment toute simple. Et j'ai déjà prédécoupé un patron en m'aidant d'un modèle que j'ai trouvé sur internet. Donc j'ai fait selon mes mesures. Et l'avantage de la chemise, donc ce sont vraiment des pièces très simples. Ce sont des carrés, des rectangles, enfin des triangles. Et voilà, c'est censé être simple. Donc j'espère après que les mesures concorderont, parce que je ne vais pas faire de test dans une première toile, parce que j'ai la flemme, concrètement. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Nous voici donc lancés dans la fabrication d'une chemise. Vous pouvez voir ici les premières pièces de mon patron déjà disposées sur mon tissu. Le tissu a déjà été lavé au préalable avant d'être coupé car le lin a tendance à se rétracter au premier lavage. Donc si vous ne tenez pas à ce que votre vêtement rétrécisse après l'avoir passé à la machine, il est préférable de le faire avant la coupe. Comme je l'ai dit, le patron est très simple et est composé de carrés et de rectangles. Vous pouvez voir le modèle que j'ai utilisé juste ici. Le lien vers l'article du blog où j'ai trouvé ce patron est également disponible dans la description. Il existe différents patrons pour ce type de chemise, mais il est intéressant de voir comme la forme des pièces sont faites pour économiser le tissu au maximum et éviter les pertes pour optimiser l'utilisation de la matière sans chutes inutiles. Vous pouvez voir sur le patron que la pièce pour le corps correspond à un grand rectangle. Puis un triangle est découpé dans le haut et est ensuite basculé vers le bas pour créer cette forme de trapèze. Après avoir découpé mes pièces une à une, je peux passer à l'assemblage en commençant par mes triangles qui vont servir à donner l'aisance qui va garantir le confort dans le mouvement. Une fois que la première couture d'assemblage est faite, je vais effectuer les finitions. Pour ce faire, je découpe l'une des valeurs de couture de 1 cm à 0,5 cm. La seconde valeur de couture de 1 cm viendra recouvrir la première en se repliant dessus, puis en la maintenant avec un point de couture effectué à la main. Vous pouvez voir ici en gros plan le résultat. C'est ce type de finition qui sera réalisé sur toute la chemise. Mes deux triangles sont assemblés, je vais pouvoir les fixer au corps de la chemise. J'effectue la première couture d'assemblage à la machine. Vous pouvez voir en haut à gauche le premier triangle fixé. Je vais coudre de la même manière le second triangle dans le bas de la chemise. Et comme fait précédemment, je coupe l'une des valeurs de couture à 0,5 cm et je plie l'autre pour la recouvrir et ainsi cacher la couture. Alors, fixer toutes les coutures à la main peut sembler être une tâche fastidieuse et plutôt ennuyeuse, mais finalement, effectuer ce geste régulier et répétitif a quelque chose d'assez relaxant, je dois dire, voire même méditatif. Enfin bon, je suis pas là pour vous parler des vertus de la couture sur l'esprit, c'est pas mon but, mais cette tâche est moins chiante qu'il n'y paraît, pour parler franchement. Je passe ensuite à la couture des épaules en commençant par préformer les plis des coutures avec le fer. Pour les épaules, on va procéder de manière un peu différente. Je vais entièrement coudre cette partie à la main en faisant se chevaucher les deux coutures.
Je fixe chaque pan de tissu avec des épingles, les coutures repliées de chaque côté vers l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à coudre de chaque côté du pli pour fixer les deux épaules entre elles. Vous pouvez voir ici la première couture effectuée, il ne me reste plus qu'à passer à la deuxième. Les épaules sont finies, je peux faire un premier essayage pour définir mon encolure. Les encolures des chemises changent selon les époques. À la Renaissance, elles se resserrent au niveau du cou car la mode était alors de laisser paraître sa chemise à travers ses vêtements, notamment avec la mode des crevés. On aimait également décorer ces chemises de broderies aux motifs géométriques d'inspiration hispano-mauresque appelées blackwork. Bref, à la Renaissance, la chemise n'est plus simplement un vêtement utile, il devient une vraie pièce de la garde-robe. La blancheur de sa chemise est considérée comme un symbole de pureté et de ce fait, on en change régulièrement. Cela montrait également que vous aviez les moyens d'en posséder beaucoup et de les faire entretenir et donc que vous étiez une personne aisée. Mais le modèle que je réalise aujourd'hui ressemble plus aux chemises portées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Vous pouvez voir d'ailleurs pour exemple la chemise que Marie-Antoinette a portée lors de sa captivité et conservée aujourd'hui à la Conciergerie de Paris. Conciergerie que je vous inviterai volontiers à aller visiter d'ailleurs si les circonstances le permettaient. Mais bon, passons ensuite à la couture des manches. La manche en elle-même consiste en un rectangle de lin. Mais comme vous le savez, la toile de lin est un tissu non extensible. Pour faciliter l'enfilage de la chemise, une autre pièce est rajoutée au niveau de l'aisselle, un petit carré qui se fixe entre la manche et le corps de la chemise. Je commence donc par coudre mon carré de lin à l'un des côtés de la manche. Puis ensuite, et attention ça va aller vite, je prends le côté perpendiculaire à ma couture et je le bascule sur l'autre côté de la manche. Ainsi, je n'ai plus qu'à coudre l'autre côté du carré et à continuer avec les deux pans de la manche pour la fermer. Et voici le résultat de ma manche fermée. Il ne me reste plus qu'à la fixer à mon épaule. Une fois mes deux manches cousues, j'ai découpé la forme de mon encolure et il ne me restait plus qu'à recommencer la même procédure qu'auparavant. C'est-à-dire découper l'une des valeurs de couture, replier la seconde pour cacher la couture et fixer le tout avec un point à la main. Et comme c'est plutôt ennuyant à regarder, je vous propose de faire un petit tour sur l'histoire de la chemise. Comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, la chemise est la pièce de sous-vêtement historique par excellence. Entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, elle n'a pratiquement pas évolué. Elle a changé de forme selon les époques, prenant plus ou moins d'importance au sein de la garde-robe, mais gardera toujours la même fonction, protéger la couche de vêtements supérieure de la sueur et autres fluides corporels. Car oui, on peut faire une analogie entre le rôle de la chemise et la manière dont les femmes géraient leurs règles. C'est-à-dire qu'elles ne les géraient pas. La plupart du temps, elles laissaient couler leur flux menstruel sur leurs vêtements. D'où l'intérêt du port de la chemise. En effet, la plupart des vêtements du dessus n'étaient jamais lavés, mais on les entretenait en les brossant régulièrement avec des vergettes, sorte de petites brosses. Et je n'invente pas les noms, au fait, je vous vois venir. Les taches, quant à elles, étaient traitées avec des potions appliquées localement. Aussi trouve-t-on dans le livre de recettes « Les secrets du seigneur Alexis Piémontois », paru en français en 1588, une recette qui viendrait à bout de toutes les taches. Réalisée à base d'un mélange de potasse, de poudre d'iris, de savon, de fiel de bœuf et de blanc d'œuf. Et je ne jugerai pas de l'efficacité de cette recette, je ne compte pas l'essayer. Mais libre à vous. La chemise est donc l'un des seuls vêtements à être lavé. Chez les nobles, ce sont des lavandières attitrées qui s'occupent de cette tâche. Certains disent même qu'on préférait envoyer son linge en Flandre car il ressortirait plus blanc quand il était lavé là-bas. Aussi, plus vous étiez riche, plus vous aviez de chemises. Car encore une fois, on en changeait régulièrement, parfois plusieurs fois par jour quand vous en aviez les moyens. Il n'est donc pas étonnant de retrouver mentionné dans un inventaire après le décès du médecin parisien
Geoffroy Granger, en 1567, pas moins de 34 chemises lui appartenant. Aussi, il ne faut pas oublier que les vêtements avaient énormément de valeur. On pouvait les mettre en gage, parfois on se les faisait voler, et on en soignait donc l'entretien. Il n'était d'ailleurs pas rare qu'un noble lègue une partie de ses vêtements par testament à ses domestiques quand ils n'étaient pas réutilisés pour être remis au goût du jour ou taillés pour faire d'autres vêtements. On a pour exemple la déclaration de la femme du peintre parisien Baptiste Pellerin qui, à la mort de son époux, explique qu'il ne lui reste rien des habits de son mari car du peu qu'il en avait, elle a fait des vêtements pour ses enfants. Et oui, au risque de vous surprendre, le marché de la fripe ne date pas d'aujourd'hui. Aussi, au XVIe siècle, l'achat d'occasion représente une proportion importante des achats de vêtements. Peut-être devrions-nous prendre exemple sur nos ancêtres et réapprendre à prendre soin de nos habits, ou tout du moins réapprendre à consommer de manière plus raisonnable et responsable. Mais bon, je m'égare. On arrive à la fin de cette chemise, il ne me reste plus qu'à finir l'ourlet des manches et c'est bon. Voici le résultat final. Je ne suis pas mécontente du résultat, même si je n'ai pas entièrement réalisé cette pièce de manière historique. Vous pouvez voir d'un peu plus près le détail des finitions à la main. Le seul petit bémol est peut-être le dos où j'ai dû rajouter des petits plis. L'encolure était un peu trop profonde et j'ai effectué ces 2 plis pour que la chemise tienne mieux. J'aurais pu mettre un cordon de serrage à la place, mais je vous ai déjà dit que j'avais la flemme. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit focus sur l'histoire de la chemise vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager, à liker et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye!